Drive-Away Dolls de Ethan Cohen avec Margaret Qualley et Geraldine Viswanathan. Ça raconte l'histoire de deux lesbiennes potes qui vont décider de faire une sorte de road trip de Philadelphie à Tallahassee en Floride. Et dans ce road trip, elles vont louer une voiture, mais qui se trouve être chargée d'une mallette confidentielle à destination de gens plus ou moins mal intentionnés. Alors le film, globalement, c'est de la merde. C'est-à-dire que vraiment, j'ai jamais vu autant de vide dans un film. Avec ce film, on voit clairement qui était le bon frère des réalisateurs Cohen, des frères Cohen. Parce que là, Ethan, c'est une catastrophe. Je comprends même pas comment on peut sortir un film pareil. Il se passe rien, quoi. Il se passe tellement rien que je sais même pas quoi dire dessus. En gros, t'as l'impression il a 15 ans, Ethan Cohen, et que tout ce qui est sexe, oh là là, c'est subversif. Il met un film avec des lesbiennes où ça baise tout le temps dans le film, où c'est très vulgaire, et où il y a des sextoys à gogo, et vraiment, t'as l'impression que le sextoy, c'est le ressort comique du film. C'est-à-dire juste, voilà, avoir un sextoy, c'est drôle. Ils t'en mettent partout dans le film, jusqu'à la dernière scène de fin, et c'est pitoyable, vraiment, ça fait pitié. À la limite, ça, ce film, il va intéresser les gens, voilà, les ados. Les ados pour qui c'est sulfureux, un peu, le sexe et compagnie. Mais je veux dire, à un moment donné, faut qu'il y ait une histoire, faut qu'il y ait un truc intéressant, faut que les personnages soient intéressants. Là, c'est vide. L'histoire est naze, en fait. C'est vraiment la vie de deux lesbiennes. C'est tout. Là, la pseudo-histoire de mallette avec les méchants, là, on s'en branle complètement, c'est pas du tout crédible. Un effet qui se veut comique dans le film, hein, tout le long. Mais je veux dire, même le comique, il est bidon, il est mal fait. Vraiment, j'ai mis 1,5 pour la forme, hein, mais je sais même pas ce que je sauverais dans le film. Vraiment, c'était mais ridicule, quoi. Perte de temps ultime. Godzilla et Kong, le nouvel empire, de Adam Wingard, avec Rebecca Hall, Brian Tyree Henry et Dan Stevens, entre autres. C'est la suite des histoires de Godzilla et King Kong, hein. Il y a eu plusieurs films avant, je crois que lui c'est le 4e ou le 5e film. Est-ce que je raconte l'histoire tellement c'est de la merde? Bon vas-y, en une phrase, il y a un nouveau monstre qui débarque et Kong et Godzilla vont devoir s'allier pour le buter. Voilà. Alors déjà, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mon dieu, quelle horreur. Mais je me suis dit, vas-y, allez, autant le voir. Bah vraiment, ça confirme ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Alors ce qu'ils ont voulu faire, j'ai l'impression... Alors c'est vraiment comparaison pas du tout comparable en vrai, mais ça me fait penser à Thor Ragnarok. En fait, ils ont voulu faire un truc un peu cool, stylé, un peu second degré et tout avec des blagues, avec les monstres, quoi, les titans. Et ça va pas du tout, en fait. C'est vraiment nul à chier. Bon, déjà, je vais commencer par les points positifs, parce qu'il y en a pas beaucoup, donc autant les dire. Les effets spéciaux. Déjà, ça, c'est le truc number one. Il y a rien à dire sur les effets spéciaux. C'est super bien fait, hyper réaliste, hein, les singes, etc., mais même les bastons et tout. Voilà, effets spéciaux super cool. Ensuite, à un moment donné, il y a une scène où Kong, il traverse deux endroits où il y a une falaise, et le pont, c'est un squelette d'un titan, quoi, d'un monstre géant. Donc il marche sur sa colonne vertébrale. Voilà, c'est bidon, hein, c'est juste un petit plan comme ça, mais je l'ai trouvé cool. Il y a un autre moment où il y a un des acteurs qui fait une référence à Ace Ventura, en disant je sais plus s'il appelle Ace Ventura parce qu'il a une chemise un peu hawaïenne comme Ace Ventura. Donc voilà, vu que je surkiffe ce personnage joué par Jim Carrey, j'étais content qu'il soit sorti dans ce film. Et ensuite, c'est les musiques. Il y a quelques musiques sympas, dont deux forcément que j'ai kiffé. Il y avait I Was Made for Loving You de Kiss et Twilight Zone de Golden Earrings. Sinon, si on va dans les points négatifs, là ça pique. Déjà, la première scène du film, je me suis dit, quelle horreur, je vais subir. En fait, on voit Kong pendant toute la première scène du film, qui se balade dans son monde et tout, et en fait, il est humanisé à mort. C'est-à-dire qu'il a la même façon de se comporter d'un humain, ses expressions faciales sont comme un humain, c'est comme si c'était un humain qui était muet, quoi. Du coup, c'est lourd, toutes les scènes qui sont faites. À un moment donné, ils vont même jusqu'à lui foutre une carie. C'est vraiment débile. Et ils font même une scène où il y a un mec avec son vaisseau, son espèce de truc volant, c'est un chirurgien des titans. Donc le mec, il a un équipement et tout pour lui arracher la dent, lui en remettre une. Vraiment, c'est ridicule. En fait, maintenant, les titans font même plus peur, et les titans, c'est des jouets, quoi. Mais pareil, je reviens aux scènes du début dans l'autre monde, là, la Terre creuse. En fait, Kong, le mec, c'est un génie, et c'est vraiment un humain, c'est-à-dire qu'il construit des pièges. Au début, avec les loups, là, enfin les espèces de loups, et plus tard dans le film, il a des pièges où, tu sais, t'as les rondins de bois qui fracassent les trucs, t'as des trous avec des pics et tout plantés. Non, mais n'importe quoi. Franchement, mais... c'est aberrant, quoi. Ensuite, il y a un autre truc, et ça, vraiment, c'est insupportable, c'est le sang vert. Je me suis dit, oh mon dieu, on en est là. Ça, pour ceux qui ne savent pas, le sang vert, c'est la censure. C'est-à-dire que, même dans les jeux vidéo, avant, je pense que ça se fait plus maintenant, mais avant, t'avais des options sans vert. Alors moi, quand j'étais petit, je savais pas, et j'étais là, oh, c'est rigolo, des fois je mettais sans vert et tout, mais en fait, c'était pour censurer le sang rouge, pour pas que ça soit trop violent,
à l'image et que ça choque les petits, quoi. Du coup, je pense que ce film, Kong vs Godzilla, ils ont voulu que ça soit tout public, donc ils ont mis du sang vert. Bon, bien sûr, vu que c'est des monstres, voilà, c'est genre ta gueule, c'est magique, hein, ils ont du sang vert. Alors que bon, toutes les espèces vivantes de la planète ont du sang plus ou moins rouge, mais eux, non, ça va, allez, ils ont du sang, c'est comme c'est des mammifères, hein, le singe, etc., ou les reptiles et tout, même si c'est des monstres ou des dinosaures, mais là, eux, ils ont du sang vert, on sait pas pourquoi. Mais c'est purement de la censure, hein, c'est pas il y a pas un truc pseudo-scientifique derrière ça. Hein. Donc ça m'énerve, j'ai trouvé ça ridicule. Ensuite, il y a une scène, la jeune fille muette, là, qui est en résonance avec le monde creux et tout. À un moment donné, elle est sur sa table et elle dessine comme si elle était possédée des ondes sismiques sur sa table. Elle fait ça, elle est dans son monde, et d'un coup, t'as la prof qui la réveille en disant « Hé, machin, réveille-toi !» Et il y a toute la classe qui la regarde. La meuf, quand elle reprend ses esprits, t'as la table entière de son truc qui est énormément, genre il est recouvert de gros pics de genre sismographe, quoi. Genre personne dans la classe ne l'a réveillé avant, le dessin il est énorme, enfin c'est hyper gros en fait, il y a rien de subtil dans le film. Ensuite, de manière générale, les scènes avec les humains sont horriblement mal écrites, c'est joué à la pisse, les dialogues sont minables, ça fait série B, les acteurs font série B, le dialogue fait série B, les petits dramas qu'ils essayent d'instaurer sont bidons, enfin vraiment, il y a rien qui colle avec les humains, c'est catastrophique. Ensuite, il y a un truc que j'ai pas compris, alors Kong, Godzilla, ils détruisent des villes entières dans le monde, vraiment c'est un carnage, donc je veux dire, le monde entier est au courant de ces titans, et là, l'histoire de la Terre creuse, t'as juste une entreprise qui s'appelle Monarch, qui est apparemment au courant et tout, alors t'as des endroits dans le monde avec des espèces de portails et tout, et en fait, à un moment donné, déjà l'équipe qui va se rendre là-bas, genre ils sont 4, t'as l'héroïne, t'as le chirurgien, et t'as un chef de vaisseau tout bidon, et la fille. Genre, ils vont dans un monde ultra dangereux et tout ça, et ils sont 4 à partir. Enfin, c'est pas plausible, ça fait vraiment cheap. Et à un moment donné, c'est ça que j'avais pas compris, c'est que l'héroïne, elle dit que les États, ils veulent s'emparer de la Terre creuse, surtout pour les richesses ou j'en sais rien. En soi, c'est logique de dire ça. Et en gros, elle dit, ouais, les multinationales vont s'emparer du truc et tout, en mode c'est pas bien. Mais Monarch, c'est quoi si c'est pas une méga entreprise hyper puissante et riche? Enfin, en fait, il y a rien qui va dans la logique du film. C'est-à-dire que les États, aucun État n'est concerné par ce qui se passe. Mais par contre, une entreprise qui sort de nulle part, qui est ultra riche, et qui arrive à faire son truc de son côté toute seule. Enfin, ça va pas du tout, en fait. Il y a rien qui est cohérent. Après, oui, il y a le rôle de Godzilla aussi, je comprends pas, parce que on te explique au fur et à mesure des films que, en fait, c'est pas un méchant, c'est plutôt un gardien de la Terre, en fait, qui protège justement l'écosystème, la biodiversité d'autres titans maléfiques. Et là, dans le film, Godzilla, il défonce tout, quoi. Il va dans toutes les villes. Alors, des fois, il tue des titans, mais des fois, il est tout seul. Genre, à un moment donné, il va en France, d'ailleurs, pour défoncer une centrale nucléaire, pour se charger nucléairement. Mais, enfin, je veux dire, il défonce tout, quoi. Donc, j'ai pas trop compris l'intérêt de mettre des scènes de Godzilla qui défoncent tout avant que les deux se rencontrent, quoi. Il y a un truc qui est ridicule. Vraiment, c'est gênant. J'ai été gêné devant le film, gêné devant des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que là, j'étais gêné de voir les titans hurler. Vous savez, la fameuse scène où il y a généralement c'est dans Jurassic Park, on en voit ça, où il y a le T-Rex qui est en premier plan, et là il prend la pause et il hurle, là. On entend son hurlement au loin et tout ça, et ça c'est repris dans tous les films, quand t'as des grosses bêtes qui hurlent, et t'as un petit côté, voilà, photoshoot. Mais là, dans le film, Godzilla et King Kong, ils en font 3 chacun. Godzilla qui va hurler tout seul devant les ruines un moment, on voit Kong qui fait pareil dans son monde, à un moment donné, on voit les deux qui le font, et il y a une espèce de coupure à l'écran parce qu'ils sont pas au même endroit. Godzilla qui gueule au-dessus de Gibraltar, et Kong qui gueule au-dessus de la pyramide d'Égypte. Ça fait vraiment concours de beats. Et ouais, c'est gênant, c'est vraiment gênant. Et on les revoit gueuler, je crois, ensemble à un moment donné. Oh là là, c'est bon, quoi, toujours plus. Et puis pour finir, le truc, c'est que c'est un peu le problème qu'ils ont fait avec Transformers. Je crois que dans le premier ou les 2 premiers, ça allait. Mais du coup, après, ça a complètement perdu de l'intérêt. C'est qu'en fait, là, on est devant des trucs gigantesques. Si vous voulez que les spectateurs soient impressionnés par ce genre de film, il faut mettre la caméra au point de vue des humains. Et du coup, montrer les bêtes de manière immense. Là, en fait, vu qu'on voit que des titans entre eux, on voit aucune échelle. Alors bien sûr, quand ils sont dans la ville et qu'ils pètent la pyramide et les immeubles et tout, tu sais qu'ils sont géants. Mais il n'y a plus de côté impressionnant. Et là où bien sûr c'est encore pire, c'est quand King Kong, il est dans le monde creux, où il n'y a que des trucs géants. Ça fait qu'il est dans un endroit où en fait le gigantisme n'existe plus. Et il y a même un moment donné qui m'a choqué, c'est le monstre ultime du film, qui est contrôlé par l'orang-outan. C'est censé être le gars ils disent dans le film, qui a créé l'ère glaciaire. Donc ça, c'est pareil, mais en fait, un phénomène qui est complètement naturel et géologique, il y a eu plusieurs phases glaciaires dans le monde. C'est glaciaire, interglaciaire, glaciaire, interglaciaire. Là, dans le film, on t'explique que la dernière période glaciaire, c'est dû à ce titan. Parce qu'il crache de la glace. Vraiment ridicule. Surtout qu'à la fin, on le voit cracher de la glace, il la crache dans le ciel, et on sait pas pourquoi le ciel s'assombrit. Il y a aucune logique. Et donc ce titan, quand on le voit, c'est une espèce de tricératops.
Il est tout petit. Justement, c'est ce qu'on croit pendant tout le film. Genre, on voit l'orang-outan monter dessus. On dirait que, franchement, proportionnellement, hein, toute proportion gardée, il a la taille presque d'un chien ou d'un gros chien par rapport au singe. Donc en fait, je me dis, mais c'est quoi ce titan qui garde enchaîné et tout? Le mec, il est tout petit. Après, on s'en rend compte un peu plus quand il se bat contre Godzilla parce qu'ils ont la même taille. Mais du coup, enfin ouais, ça enlève tout effet de gigantisme. Pour un film sur des titans, bah non, c'est nul en fait. Voilà, c'est tout pour cette critique très longue de Godzilla et Kong. Mais voilà, quand il y a des films qui sont vraiment des grosses merdes, j'aime bien dire pourquoi je les trouve pourris. Alors, je comprends que ceux qui vont pas beaucoup au cinéma, ils aiment voir ce genre de film parce que voilà, visuellement, ça claque. Mais mon Dieu, au pire, allez le voir. Mais s'il vous plaît, rendez-vous compte que c'est de la merde et clashez-le derrière. Pour que, à l'avenir, les studios essayent de faire des bons films blockbusters, quoi. Parce que ça, c'était horrible. Spaceman de Johan Renck avec Adam Sandler et Carey Mulligan et Paul Dano pour la voix de l'araignée. Ça raconte l'histoire d'un homme qui fait une mission spatiale toute nouvelle pour l'humanité, qui fait un voyage inédit aux confins du système solaire, donc qui dure plusieurs mois. En fait, va se retrouver totalement un peu isolé du monde, même s'il est en contact vidéo avec la Terre, et notamment sa femme, qui va faire la rencontre d'une araignée dans son vaisseau spatial. Une araignée qui va lui parler, qui va communiquer avec lui. À côté de ça, on va surtout contempler sa solitude dans cet espace infini, sa relation qu'il a avec sa femme, on va voir aussi un peu des événements centrés sur sa femme sur Terre, le fait que celle-ci veuille le quitter, et du coup les gens du programme spatial qui font l'intermédiaire entre les deux vont conseiller à sa femme de ne pas lui dire parce que ça pourrait le déprimer à mort et compromettre la mission. Et donc voilà, on va avoir un peu ces deux points de vue avec la femme et de l'homme qui va donc partager ses pensées avec cette araignée. C'est un film Netflix, alors il n'est pas sorti ce mois-ci, mais bon, je l'ai pas vu tout de suite, et en fait, je l'ai vu peut-être en 8 fois ce film, parce que voilà, comme tous les films Netflix, ils sont généralement moins intéressants que les films qui sortent au cinéma, et surtout que ce film, il m'a... Alors en fait c'est délicat parce que je les regarde très tard le soir, et du coup à chaque fois que je le mettais, au bout de 10 minutes, je m'endormais, donc j'éteignais, et donc voilà, j'ai recommencé ça plusieurs soirs d'affilée. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Donc j'avoue que mon expérience est pas optimale pour vraiment critiquer le film, si ce n'est que du coup, premier degré, le point positif du film, c'est vraiment l'ambiance et la musique. Parce que là, sur le coup, mais au final, ça vaudrait le coup que je le revoie pour vraiment encore plus apprécier le son. Mais voilà, c'est vraiment, je l'ai trouvé très enivrant, dans un état de rêve un peu, donc pour ça, l'ambiance, je la trouve vraiment cool. Mais sinon, le film en soi, je l'ai trouvé nul, quoi. Vraiment aucun intérêt. Hein. Adam Sandler, de toute façon, je trouve que c'est un mauvais acteur. Je trouve qu'il joue mal. Et il est pas intéressant, le film, vraiment. Cette araignée, là, qui vient d'une autre civilisation, qui lui parle, pour un peu lui venir en aide. Non, vraiment, il y a vraiment pas d'intérêt, il vaut vraiment pas le coup. Voilà, moi je vous conseille vraiment le film pour vous aider à vous endormir. Mais sinon, vous pouvez zapper, quoi. La Malédiction, l'origine de Arkasha Stevenson avec Neil Tigerfree, Bill Nighy et Sonia Braga entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune nonne, d'une apprentie nonne américaine qui va aller dans un très grand couvent à Rome, mais en fait elle va se rendre compte que dans ce couvent, il se passe des choses pas très catholiques, à savoir qu'il y a une sorte d'organisation qui est vraiment dirigée par les dirigeants du couvent, qui vise en fait à faire ressusciter le diable, en mettant enceinte des nonnes, des apprenties nonnes, des jeunes femmes, pour qu'elles accouchent du diable. En sachant ça, elle va essayer de s'en échapper. En même temps, il y a un côté un peu thriller où elle va comprendre qui fait quoi, qui sont les victimes, etc. Et après le reste, c'est plutôt de l'horreur. Bon, déjà, il y a un film qui est sorti il y a même pas un mois qui s'appelle Immaculée. C'est quasiment la même histoire, c'est-à-dire que c'est une jeune américaine qui vient dans un couvent connu à Rome et qui va rendre compte que là-bas ils font des expériences où ils mettent enceinte des femmes. Alors je sais plus si c'est pour le diable aussi, enfin si, je crois que c'est pour le diable. Donc c'est exactement la même histoire en fait. Alors là, il me semble que ce film, La Malédiction, c'est un très vieux film, qui a un certain succès, et donc là ils ont fait l'origine de ce film. Donc qui a copié qui, je ne sais pas, mais en tout cas l'histoire est vraiment la même, donc on peut facilement comparer les deux, et je dois dire que franchement c'est kiff-kiff. Il y a du bien dans les deux films et du moins bien dans les deux, surtout du moins bien. Ouais, franchement, il y a pas d'originalité. Alors le truc effectivement qu'on peut dire qui est original dans ce genre de film épouvante horreur, c'est ce
petit côté thriller enquête, voilà, qui rajoute un nouveau truc. Mais sinon, enfin, tout ce qui est justement attrait à l'horreur et à l'épouvante, ça marche pas, on s'en fout, c'est bidon. Il y a un peu de gore, mais je crois qu'il y en a plus dans Immaculée. Puis en plus, bon là, c'est des détails, mais dans le film, c'est même pas expliqué de comment les curés et les nonnes, ils arrivent à mettre enceinte les femmes, enfin de quelle manière. Ouais, franchement, il m'a ennuyé, puis je l'ai trouvé long en plus. Il dure 2 heures, et c'est vraiment 30 minutes de trop. Donc voilà, franchement, à passer quoi. Ici et là-bas de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla et Hakim Djemili. Ça raconte l'histoire de 2 personnes liées donc par la famille, à savoir qu'ils sont cousins mais qui ont 2 vies complètement opposées. L'un joué par Ahmed Silla qui joue le rôle d'un Français d'origine sénégalaise, qui a tout le profil type pour être bien intégré dans la société, qui a un travail de commercial et qui a une bonne petite vie, et qui globalement essaye de rejeter un peu toutes ses origines. Et de l'autre côté, on a le personnage de Hakim Djemili, qui joue le rôle d'un Sénégalais, enfin plutôt d'un Français qui a déménagé au Sénégal et qui y vit depuis des années, et qui lui c'est tout l'inverse, qui rejette un peu le modèle français et qui se plaît complètement dans la culture sénégalaise. Sauf que problème, les relations diplomatiques entre la France et le Sénégal vont se corser, et en fait toutes les personnes qui n'ont pas de papier sénégalais vont devoir retourner en France, et c'est le cas du personnage de Hakim Djemili, sauf que lui il est en couple avec sa femme, qui va accoucher dans quelques semaines, et donc en fait une fois qu'il est renvoyé en France, il va tout faire pour essayer d'avoir des faux papiers et retourner au Sénégal. Il va faire donc la rencontre de son cousin, qui lui en fait au même moment va se retrouver à faire une course avec un collègue commercial à lui, suite à la fusion de leur boîte, et donc bien sûr il n'y a qu'un poste, et ils vont devoir faire un tour de France pour essayer d'emmagasiner un max de contrats, et celui qui aura le plus de contrats restera dans la boîte. Sauf que lui, problème, il a toujours été très bon commercial mais au téléphone, et donc jamais face aux gens parce qu'il est noir. Donc les deux vont essayer de s'entraider. Et donc le film va être jalonné d'humour et de clichés, dans le sens où on a le noir qui est complètement acclimaté à la culture française et qui rejette ses origines, et à l'inverse, le blanc qui lui est complètement l'opposé. Et donc ce qui est un peu intéressant dans le film, c'est de comparer un peu ces deux choses-là, de mettre le miroir l'un en face de l'autre, et surtout de voir comment tous les gens à l'extérieur rigolent de ça en fait, et se foutent de lui, et notamment d'Hakim Djemili qui fait que demander des passeports sénégalais, même à des Sénégalais qui arrivent en France, donc voilà, la situation est inversée où normalement c'est plutôt les Sénégalais qui demandent des papiers français. Alors voilà, tout le film tourne un peu autour de là-dessus. Du coup, le film est pas trop mal, hein. Enfin les 2 acteurs, je les aime bien, surtout Ahmed Silla. C'est une comédie française, sociétale. Alors c'est très léger, hein, y a pas trop de drama dedans, mais voilà, c'est pas non plus hyper drôle ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est un film qui passe comme ça, mais qui est sans plus. Hopeless de Chang Hoon Kim avec Cha Bin Hong, Jun Kin Song et Kim Seo Young. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme étudiant qui est complètement en galère à la masse et qui se fait taper par son beau-père, concrètement qui a une vie de merde, et qui va se retrouver par la force des choses, surtout par manque de moyens, à travailler pour une organisation mafia locale. Il va se faire parrainer par un peu le chef de la bande, qui va prendre sympathie pour lui, mais malheureusement les choses ne vont pas aller en s'améliorant pour... C'était pas trop mal, mais... Le problème, c'est que c'est trop long. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vois des films asiatiques, et notamment coréens, et je trouve que c'est tout le temps la même chose, ça traîne en longueur, et ça, moi, c'est vraiment le bémol que j'ai avec ces films. L'histoire, bon, voilà, elle est basique aussi, mais les acteurs sont bien, le héros il joue bien son rôle, le chef de la mafia aussi là, et je trouve très bien l'acteur. Il y a des choses intéressantes, hein. Les scènes de violence sont vraiment réalistes, il y a des moments un peu gore, et les scènes avec le beau-père qui est violent et tout, je trouve qu'elles sont fortes. Mais à côté de ça, je trouve que ouais c'est trop lent, et vraiment la dernière demi-heure, en fait à chaque fin de scène, je me disais bon là normalement c'est la fin, et en fait t'avais toujours une autre scène. Même si la fin elle est pas mal aussi, hein. Si vous aimez les policiers, drames asiatiques, allez le voir, hein, parce que voilà, hein, il reste pas mal, mais faut être habitué à la lenteur des films asiatiques. Première affaire de Victoria Musiel-Dlac avec Noé Bita, Anders Danielsen-Lee et Alexis Niesses. C'est l'histoire d'une jeune avocate qui travaille dans le milieu des affaires et qui va se retrouver à s'occuper d'une affaire a priori quelconque, hein, mais une affaire pénale, et qui va se trouver être beaucoup plus grave que ce qu'elle pensait.
à savoir être une enquête pour le meurtre d'une personne, quoi, pour un homicide volontaire. Et donc elle va devoir s'occuper du jeune gamin qui est le coupable numéro 1. Durant cette affaire, elle va faire la connaissance d'un flic qui d'ailleurs a pris la déposition de cette personne, de ce suspect, et elle va tomber amoureuse de lui. Donc voilà, le film tourne autour de ces deux histoires parallèles. D'un côté, son affaire judiciaire avec cette personne qui est le suspect numéro 1 du meurtre d'une jeune fille, et sa situation un peu amoureuse avec le flic qui est plus ou moins illégale parce que les deux travaillent sur la même affaire. Bon, le film était pas trop mal, en vrai sans plus, j'ai bien aimé l'actrice, mais voilà, l'histoire elle est pas non plus folle, et je trouve que l'histoire elle est pas assez intense pour vraiment nous captiver. Alors heureusement le film il fait qu'1h38, donc ça va en termes de longueur. En vrai, le seul truc plus ou moins important à retenir du film, je sais pas si c'est le message ou pas, mais c'est de montrer qu'en fait, voilà, les avocats, bah, surtout en tant qu'avocat de la défense, bah, ils cherchent n'importe quoi de légal pour arriver à défendre leurs clients, que ça soit diminuer les peines contre des plus gros enfoirés, ou alors tout simplement trouver des vices de procédure qui permettent de casser les jugements, quoi. Enfin d'ailleurs ça c'est complètement un scandale, hein, que la justice française se passe comme ça, hein, que même une personne qui est accusée pour quelque chose, quoi que ce soit, que en fait l'accusation peut s'annuler s'il y a des vices de procédure. Enfin je veux dire, je vois pas le rapport et je comprends pas que ça c'est pas été réglé depuis longtemps. Mais bref, voilà, le film raconte un peu ça en fait, c'est que cette jeune avocate elle est toute mignonne, toute gentille, elle a une petite voix, t'as l'impression qu'elle est innocente, enfin elle est innocente, mais en fin de compte dans les choix qu'elle va faire, il y a un côté voilà très dur et très froid de l'avocat, quoi, du métier d'avocat, et d'ailleurs qui va déranger pas mal de son entourage. Voilà, c'est à peu près tout, si vous avez envie de voir le film, allez-y. Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell et Stephanie Steen. C'est la suite des histoires du fameux guerrier et dragon Panda. Cette fois-ci, l'histoire va se concentrer sur sa passation de pouvoir avec la recherche d'un nouvel élu, et aussi d'un nouveau méchant, de la caméléone, qui a le don de se transformer en ce qu'elle veut, et qui va en fait prendre les esprits de tous les meilleurs méchants de Kung Fu, et assimiler leurs techniques pour tout simplement devenir la plus puissante, et battre Po le panda. Alors cette critique est un peu particulière, parce que le film est sorti en mars, mais bon, je l'ai vu pour des raisons particulières. En soi, je serais pas allé le voir de moi-même, je crois que j'avais vu le premier, mais voilà, c'est tout. Je l'avais trouvé sympa, mais voilà, sans plus. Et donc, pour faire court, le 4, je pense qu'il va dans la même lignée. Alors, en soi, je l'ai trouvé plutôt cool, enfin, je me suis pas ennuyé devant le film. Je trouve que les scènes d'action sont très bien faites, elles sont bien dynamiques, et l'humour aussi, je trouve qu'il est pas trop lourd. Donc voilà, même si c'est pas mon style, j'ai passé un bon moment devant le film. Et Plus si affinité de Olivier Decret et Wilfried Menz avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure et Pablo Paoli. Ça raconte l'histoire d'un couple d'une cinquantaine d'années qui est plutôt dans une situation où les deux ne se parlent plus, ne se touchent plus, etc. Et en fait, à un moment donné, la femme va vouloir inviter ses voisins du dessus. Alors, a priori pour faire connaissance et tout ça, parce qu'elle parle un peu avec ses voisins. Mais en revanche, son mari est complètement aigri de tout, hein, de la vie en général. Et du coup, est contre cette idée d'inviter ses voisins. Et en fait, il y a un sujet de fond, c'est que ce fameux couple de voisins, à chaque fois qu'ils ont un débat sexuel, apparemment ça fait énormément de bruit. Et du coup, ça les dérange. Et donc le mari a envie d'en parler, mais sa femme ne veut absolument éviter le sujet. Sauf que d'un autre côté, ce fameux couple, on apprend qu'ils ont des pratiques sexuelles hors normes, et pour qui donc le sexe n'est absolument pas un tabou. Et donc tout le film se passe dans un huis clos, hein, dans la maison de ce couple. J'ai bien aimé le film. Alors généralement, de toute façon, j'aime bien les films en huis clos. C'est des films où généralement ça se joue beaucoup sur les dialogues, sur les punchlines, etc., sur les répliques qui se donnent, sur le jeu d'acteur aussi, hein, qui est important. Et donc voilà, ça fait plaisir, une petite comédie française comme ça, qui a un sujet, bon, sur le cul, mais voilà, qui change. Enfin, moi, j'ai pas vu vraiment beaucoup de films qui parlent de ça, surtout justement comme ça, de voisin à voisin dans ce scénario. Donc j'ai trouvé plutôt rigolo. Les personnages, je les trouve vraiment très bien. Isabelle Carré, j'adore l'actrice et aussi même son personnage, vraiment, vraiment top. Et j'ai bien aimé aussi le rôle d'Alban et Pablo Poli, que je connaissais pas, et du coup voilà, je l'ai beaucoup aimé dans le rôle. Voilà, généralement le niveau des comédies françaises c'est pas exceptionnel, donc voilà, là pour le coup je vous invite à aller le voir. Rosalie de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereskevich, Benoît Magimel et Benjamin Biolay entre autres. Ça se passe à la fin du 19e siècle,
dans une petite campagne où une femme donc va se marier à un homme qu'elle ne connaît pas, hein. À l'époque ça se faisait assez facilement, et en fait il va se trouver que cette femme est une femme à barbe, comme on les appelle, donc elle a une pilosité très développée, surtout en haut du torse, dans le dos et au niveau du visage. Au départ elle va le cacher donc à son nouveau mari, sauf qu'à un moment donné elle va vouloir se laisser pousser les poils, notamment aussi pour un point de vue économique, financier, parce qu'en fait elle va vouloir aider son mari qui tient un café-bar, qui ne marche pas beaucoup, et elle se dit qu'en faisant ça va ramener du monde. Bon alors je pense que c'est plus ou moins un prétexte pour justement sa liberté à elle, qu'elle veut tout simplement arrêter de se raser. Sauf que bien sûr le mari va être choqué par les poils de sa femme, et en fait va être plus ou moins dégoûté, ou surtout se sentir trahi en fait d'avoir épousé quelqu'un qui pensait pas comme ça. Et le film ça va être un peu cette histoire d'elle, qu'elle va être un peu vue comme un phénomène de foire, mais à la fois pas trop au début. On va voir la relation évoluer entre le mari et la femme. Alors j'ai bien aimé le film, même si je trouve qu'objectivement il ne se passe pas grand chose, mais j'aime bien les deux acteurs, vraiment. Je suis allé voir le film pour Benoît Magimel, parce que j'adore l'acteur, et l'actrice je trouve qu'elle joue très bien aussi, et j'ai bien aimé son personnage, parce que c'est un personnage en fait elle est jamais dans le drama, elle est jamais apitoyée sur son sort, c'est même limite elle qui pousse le truc pour se faire pousser la barbe, et même quand on l'insulte ou quand on la regarde mal, elle va répondre avec le sourire et tout, donc j'ai bien aimé ce côté-là du personnage, qui ne se laisse pas faire en fait, et qui ne se démonte jamais. Niveau costume, niveau effets spéciaux, c'est vraiment très bien fait, hein, la barbe et tout ça, on y croit vraiment. Et après, l'histoire un peu autour avec Benjamin Biolay, qui joue le chef de l'usine, qui est pas content, qui aime pas les femmes à barbe, ça par contre c'est un peu too much. Je l'ai trouvé un peu long sur la fin, il dure 2 heures, mais il y a peut-être un quart d'heure de trop, mais sinon le film en général est très agréable à regarder, il vaut quand même le coup. Frère de Olivier Cassas avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal. Ça raconte l'histoire vraie de 2 jeunes enfants frères qui vont se retrouver plus ou moins largués par leur mère. Suite à une succession d'événements, vont se trouver seuls dans une forêt, et ils vont passer comme ça plusieurs années livrés à eux-mêmes. Et le film raconte en fait leur histoire, donc à l'aide de flashbacks où on voit leur vie enfant, et aussi leur vie adulte, où l'un des 2 frères va disparaître, et donc son autre frère va aller à sa recherche et à sa rencontre. Et de là va être un peu raconter leur histoire, comment ils vivent ce qu'ils ont vécu au présent, et la relation qu'ils entretiennent tous les deux. Alors je crois pas que j'avais vu la bande-annonce, mais j'avais vu vite fait quelques images, et comme j'aime bien les 2 acteurs, je m'étais dit pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est que Yvan Attal, ses derniers films, j'avais vu un coup de dé je crois, c'est les 2 derniers films que je vois avec Yvan Attal, où il raconte le film en voix off, où il fait le narrateur. Et voilà, c'est marrant que ce soit chaque fois Yvan Attal qui fasse ça, parce que ça a vraiment la même intonation en fait, le film. Et alors même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques moments, c'était surtout au début du film que j'ai trouvé pas super bien joué, ça fait très français, c'est très scène d'exposition, presque théâtre en fait, mais ça s'est atténué pendant le film. En fait, surtout, j'ai été vraiment choqué par l'histoire. Pendant tout le film, j'ai eu du mal à l'apprécier, tellement je me suis dit, mais il y a trop de choses qui sont grosses. Le fait que déjà les enfants, ils ont vécu 7 ans dans la forêt, genre il leur est rien arrivé, ils arrivent à faire du feu, les mecs, c'est MacGyver, quoi. Et puis même une fois adultes, là on les voit, il y en a un qui est architecte, l'autre il est docteur. Il dit non mais attends, les enfants ils ont quasiment pas eu de scolarité, ça a été un désastre. T'as beau être un hyper malin, un génie, pour être architecte ou médecin, c'est très scolaire, c'est-à-dire qu'il faut suivre un cursus très cadré, quoi, très encadré. Donc je me dis mais comment ils ont fait pour en arriver là? Donc vraiment, franchement, j'avais du mal à croire que... Je me suis dit c'est inspiré de faits réels, mais c'est beaucoup romancé. Et en fait, à la fin, on voit bon, ça spoil pas, mais comme dans tous les films d'histoire vraie, après le film, on voit vraiment la vraie personne qui raconte le film. Donc voilà, apparemment vraiment tout est vrai, donc c'est quand même assez dingue. Du coup, on peut être que vraiment en admiration devant leur vie, en fait, devant ce que ces gamins ont vécu, leur débrouille. Et puis le film est assez dur, hein, parce que leur vie d'adulte, quand tu vois comment les 2 balarguent tout derrière eux, que ça soit famille, travail et tout ça, presque sans remords, c'est vraiment spécial, quoi. Après je me dis peut-être que avec les liens qu'ils ont vécu pendant ces années seuls, en autonomie, entre frères et tout, c'est sûr, c'est un truc de dingue. Je réagis plus à l'histoire en fait qu'au film. Le film en soi, il est bien fait, il est correct, en soi il est sans plus, c'est vraiment l'histoire qui est exceptionnelle en fait. Les musiques, je crois qu'il y a de temps en temps il y a des musiques, je les ai trouvées intéressantes, les paysages sont beaux et tout ça, mais voilà, je conseille de voir le film vraiment pour l'histoire, étant donné que c'est une histoire vraie, ça vaut le coup de la connaître. Monkey Man de Dev Patel, avec Dev Patel, Sikandar Kher et Sharlto Copley, entre autres.
Ça raconte l'histoire d'un jeune Indien qui a vécu un traumatisme dans son enfance, à savoir la mort de sa mère et d'une grosse partie de son village, par une autorité gouvernementale accompagnée d'un gourou hindou, et qui va vouloir se venger des années plus tard. C'est quelqu'un donc qui se bat dans des combats de boxe plus ou moins légaux pour gagner sa vie, avec un masque de singe, d'où le surnom de Monkey Man. Il y a toute une référence dans le film au demi-dieu Hanuman, dans la religion hindouiste, qui est donc un homme singe. Et ensuite, pour essayer de se rapprocher de l'homme qui a tué sa mère et du gourou, il va essayer de s'incruster dans une espèce d'hôtel très luxueux dans la ville où il est, et essayer de grimper les échelons pour accéder à certains trucs, et notamment à ces personnes-là. Alors le film est pas trop mal, ça fait penser un peu à un John Wick asiatique, d'ailleurs il y a une référence à John Wick directe dans le film. Le côté violence, même ultra-violence, est plutôt présent et assez bien fait. Petite atmosphère un peu orientale, indienne, c'est toujours un plus, hein, ça change du côté occidental. Mais après, au-delà de ça, y a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire que l'histoire, mine de rien, elle est ultra basique. Les scènes d'action, même s'il y a un côté violent qui est intéressant, c'est vrai qu'elles sont quand même moins efficaces que, par exemple, John Wick, ou que d'autres films d'action, parce que la caméra est des fois très proche, voire trop proche des personnes, et ça bouge beaucoup, donc en fait, c'est des trucs que j'aime pas trop dans les films d'action, c'est quand on voit rien, et là, c'est vrai qu'à certains moments, c'est un peu confus. Après, ce qui peut être intéressant, c'est un peu... alors, faut connaître un peu la géopolitique indienne, parce qu'on voit bien que le film, on entend beaucoup d'extraits de politique parlée, même d'extraits de télé, qui parlent un peu du gouvernement et de leur idéologie, et on voit que le film dénonce un peu ça, donc ça peut être un plus si on s'y intéresse. Si vous avez envie de voir un film d'action qui déménage, allez-y, parce qu'on passe quand même un bon moment. Après, voilà, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Nous les le roi, de Florent Bernard, avec Charlotte Gainsbourg, José Garcia et Lily Aubry, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une famille française qui s'appelle Le Roi, et qui est un peu une famille... en fin de vie, on va dire. La mère souhaite quitter son mari, parce qu'elle n'est plus amoureuse et que le mari ne fait plus aucun effort, avec des enfants qui ne sont pas forcément écoutés par leurs parents, et qui ont leurs problèmes à eux. Et donc quand le père va apprendre que sa femme veut le quitter, il veut donner une dernière chance à leur famille, en les amenant avec lui pour un dernier week-end, pour donner une dernière chance à la famille. C'est une comédie française, donc voilà, c'est pas un truc qui va voler hyper haut, mais franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé vraiment sympa, il y a une bonne vibe. Tout ce qui est dialogue et tout ça, je les ai trouvés originaux. Ça change un peu des comédies qu'on a l'habitude d'entendre avec le type de dialogue, les codes et tout ça. Là, je trouve que c'est un peu différent. Alors, je sais pas si ça vient spécialement parce que le réalisateur, il vient de YouTube et du coup, c'est son premier film. Alors, il y a une sorte de fraîcheur, de nouveauté. Mais en tout cas, on le sent qu'il y a une différence là-dessus. Au début, ça fait un peu fragile, un peu bancal, mais en fait, je trouve que ça glisse bien après. Et en fait, ce qui est surtout vraiment très réussi dans le film, c'est ce côté réel et naturel. Je trouve que là, ça en fait pas trop, en fait. C'est une famille qui pourrait totalement exister, avec ses problèmes et tout. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment bien, je suis vraiment rentré dedans. Les relations, que ce soit entre le mari, la femme, les enfants et tout ça, je les ai trouvées bien écrites aussi, juste. Et surtout la fin, je suis vraiment content de voir un film qui se termine comme ça. Vraiment, c'est tellement rare, surtout dans les comédies. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai vraiment trouvé ça cool de faire terminer l'histoire comme elle se termine. Donc voilà, je vous invite à aller le voir, c'est une comédie française qui relève un peu le niveau de ce qu'on a l'habitude de voir, donc voilà, ça fait plaisir. Amal, un esprit libre, de Jawad Ralib, avec Lubna Zabal, Fabrizio Rondione et Catherine Salé, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une professeure de littérature dans un lycée, je pense, et qui va faire face à la montée de l'islamisme radical dans sa classe, notamment avec une élève qui affirme son homosexualité, et donc qui va être complètement harcelée par la majorité des gens de sa classe qui sont musulmans. De son côté, la prof va vouloir leur enseigner l'ouverture d'esprit en leur faisant découvrir un poète du 7e siècle, un poète arabo-musulman qui était homosexuel, faisant découvrir donc ses textes, mais ça va mal se passer par un rejet des étudiants musulmans, et les choses vont aller de plus en plus mal pour la prof aussi. C'est le 3e film que je vois sur cette année sur des histoires de profs et de classe, avec Pas de vague, le film français, et La salle de classe, je crois que ça s'appelait, avec un film allemand. Et donc là, ce 3e film, Amal, donc, qui se passe en Belgique. Donc voilà, on a 3 films sur la classe avec 3 pays différents, et c'est juste affreux. Alors le film est top,
mais la situation est affreuse. Alors j'ai bien conscience que c'est pas tous les collèges, tous les lycées de France, de Belgique et d'Allemagne qui sont comme ça, mais n'empêche que ça révèle quelque chose dans la société. Et là en l'occurrence, on est en plein dedans, c'est vraiment l'islamisme radical qui prend des proportions ingérables, notamment en Belgique, parce qu'alors déjà en France on est dans une situation de merde, mais la Belgique je les plains parce que je pense que c'est vraiment eux la première position en fait où ils sont le plus surpassés par ça. Et enfin en tout cas le film est très bien parce qu'il... Alors, ah oui, petit bémol quand même, je suis désolé mais le casting faut le revoir. Les étudiants, t'as l'impression que c'est des adultes. Enfin, je suis désolé mais là c'est une faculté quoi, c'est pas le lycée, les mecs ont redoublé tous 10 fois dans la classe. Donc enfin voilà, là je trouvais qu'ils ont un peu abusé sur les âges. Mais ouais, mis à part ça, c'est terrifiant de voir comment des jeunes étudiants prononce certains discours, notamment envers les homosexuels, mais aussi envers les textes que la professeure essaye d'enseigner. C'est vraiment inquiétant, et là, donc, dans le film, l'actrice qui joue le rôle principal, elle joue vraiment très très bien. C'est une professeure musulmane, elle incarne un peu le côté moderne de l'islamisme, le côté modéré et occidental, avec aussi 2-3 autres élèves, et de l'autre côté, on a vraiment un professeur qui... Ah oui, alors, parce que, chose étonnante que je ne savais pas, c'est qu'en Belgique, c'est même dit à la fin du film, c'est une obligation, dans chaque école de Belgique, obligation d'enseigner des cours de religion. Alors, c'est pas forcément l'islam, j'imagine, il y a le christianisme, le judaïsme et autres, mais bon, j'imagine que si cette loi est passée, c'est pour l'islam, donc ça montre à quel point le courant musulman s'est imprégné dans la société belge, c'est vraiment impressionnant. Heureusement, c'est dit qu'apparemment, il y a des associations, et même le gouvernement va peut-être mettre fin à cette obligation d'enseigner des religions à l'école, et j'ai envie de dire Dieu merci. Je sais pas, si tu vas prendre la religion, tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, le but de l'école, ça doit pas être d'enseigner la religion. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment ce film, je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il est terrifiant en fait de voir comment l'islam radical est en train de ronger la Belgique et l'Europe en général. Challengers de Luca Guadagnino avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist. Ça raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre 3 tennismen et woman professionnels. Pour entrer plus en détail, nous avons donc le personnage de Zendaya qui est une jeune tenniswoman prometteuse, promise à une très grande carrière, qui est donc au top, et il va faire la rencontre de 2 tennisman pareils aux carrières prometteuses. À partir de là, va s'en suivre un triangle amoureux, sur le coup qui est vraiment en mode triangle, genre j'en dis pas plus, mais il va s'avérer que cette femme va se blesser, et donc mettre fin à sa carrière, sauf que cette femme va toujours être immensément attirée par le tennis, donc elle va plus se diriger vers le coaching, et en fait elle va toujours rester accrochée, donc soit à l'un soit à l'autre en fonction des événements du film, par cet amour du tennis en fait. Alors j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que la bande-annonce au final n'en dévoile pas trop, et c'est intéressant de découvrir ce qui se passe pendant le film et de découvrir la mentalité des deux hommes et surtout du personnage de Zendaya. J'ai bien aimé le film, franchement je ne m'attendais pas à l'aimer comme je l'ai aimé. Je trouve qu'il est vraiment très bien réalisé, très bien fait. Les acteurs, les 3 jouent vraiment très bien. Tout ce qui est mise en scène, la caméra, il y a des scènes, elles sont simples, elles sont basiques. C'est juste, on voit les 2 acteurs devant l'écran, mais je les trouve tellement bien filmés et les personnages sont bien mis en scène. Franchement, je remarque pas forcément ça dans les films, mais là je l'ai remarqué et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. À côté de ça, la musique, elle est top. C'est vraiment une composition originale pour le film. Et ça met une putain d'ambiance. Des fois, c'est même presque un peu trop, elle est même des fois très forte la musique. Heureusement, bon, moi je l'ai vu en VO, donc vu qu'il y a des sous-titres, ça va. Mais des fois, c'est limite. Les scènes de tennis, bon voilà, c'est un film sur le tennis, donc si t'aimes pas le tennis, à un moment donné, voilà quoi, ne va pas le voir. Mais je trouve que c'est bien dosé, c'est-à-dire que il y en a un peu, il y a quand même un peu de scènes de tennis, mais c'est pas too much non plus. Et puis en plus, la mise en scène pendant les matchs est top aussi. Je trouve que le réalisateur a tenté des choses pendant les matchs, donc c'est original aussi. À la fin, ils abusent un peu des ralentis, genre vraiment la scène finale, elle dure 10 plombes parce que c'est des ralentis. Mais sinon, voilà, à côté de ça, vraiment agréablement surpris en fait par tout ce qui est la forme du film en fait. Et le fond, même si voilà, l'histoire n'est pas transcendante, je la trouve quand même bien, et comme elle est bien portée par les 3 acteurs, je trouve que ça se regarde bien. Et puis c'est intéressant en fait. Chacun a sa propre personnalité, entre donc les 2 gars qui ont pas du tout la même mentalité, et cette femme qui a pas mal de complexité en elle, sur en fait
ce par quoi elle est intéressée. Et donc ouais voilà, ça donne vraiment un bon film qui parle en fait de relations amoureuses et vraiment de triangle amoureux, mais qui n'est pas banal quoi. Donc je conseille de voir le film. La Roy de Shane Atkinson avec John Magaro, Steve Zahn et Dylan Baker. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se fait cocu par sa femme qui couche avec son frère. C'est un mec qui a plus ou moins une vie banale, mais même pourrait-on dire de raté. On voit clairement que sa femme s'en bat les couilles de lui, mais que lui il est amoureux d'elle et qu'il veut tout faire pour essayer de la rendre heureuse. Et à côté de ça, en parallèle, on a une histoire de tueur à gages. Sauf qu'à un moment donné, cet homme-là qui est avec la femme est au bout de sa vie et veut mettre fin à ses jours. Sauf qu'au même moment, il y a un mec qui va rentrer dans sa voiture, lui donnant de l'argent pour lui demander, qui va lui donner l'adresse de la personne qu'il doit tuer. Lui, il va se retrouver un peu pris de court, et en fait, il va se laisser engrainer là-dedans, et il va se prendre au jeu, entre guillemets, du rôle de tueur à gages. À côté de ça, il va avoir le vrai tueur à gages qui va arriver plus tard, qui va être à la recherche de pourquoi ça a pas marché, de son client, puis de son fric. Il y a aussi, on va dire, l'ami d'un frère du personnage principal, qui est pseudo-enquêteur, pseudo-détective privé, et qui va en gros tout faire pour l'aider, pour avancer dans cette enquête. Enfin voilà, il y a plusieurs personnages qui s'entremêlent dans l'histoire. Et le tout dans un ton bien sûr comédie, thriller, policier. J'ai passé un très bon moment, vraiment j'ai bien aimé l'humour du film, ça n'en fait pas trop, mais c'est toujours très drôle, enfin voilà, on a souvent le sourire aux lèvres quand on regarde le film. Les acteurs, je les trouve tous très bien. Le rôle du pseudo-enquêteur, j'aime bien l'acteur et c'est assez marrant. Puis c'est quand même, ça tient quand même un peu en suspense parce qu'il y a quand même donc beaucoup de personnages qui se mélangent, avec une histoire de fric où justement on sait pas qui a pris la manette. Enfin voilà, c'est un peu confus dit comme ça, mais quand vous voyez le film, c'est quand même plus clair. Donc voilà, on est à la fois pris dans cette enquête, et en même temps de voir ce pauvre personnage misérable qui va essayer en fait quelque part de tout faire, même des choses un peu atroces, pour avoir de l'argent, pour rendre heureuse sa femme, qui elle s'en bat complètement les steaks. Donc voilà, c'est vraiment un film sympa à voir, je vous le conseille. Civil War de Alex Garland, avec Kristen Dunst, Wagner Moura et Kaylee Spaeny. Ça raconte l'histoire d'une guerre civile aux États-Unis suite à la sécession de deux États américains, à savoir le Texas et la Californie. Et donc pendant le film, on va suivre des journalistes qui vont avoir pour objectif d'interviewer le président des États-Unis. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, franchement il est excellent, dans ce genre un peu action, guerre, tout ça. Les acteurs sont impeccables, vraiment rien à dire, ils jouent vraiment très bien. L'image, toutes les scènes d'action, de guerre et tout ça, c'est hyper réaliste, c'est vraiment très très bien fait. On a vraiment l'impression qu'il y a la guerre aux États-Unis. Les scènes de fusillade et tout ça. Les scènes de fusillade et tout ça sont impressionnantes. Les moments journalistiques, on va dire, vu que ça, c'est des journalistes, on suit des journalistes, il y a beaucoup de scènes où on les voit prendre des photos et on voit les photos pendant les films, et c'est ça, je trouve que c'est bien fait d'avoir incorporé ça, et les images sont magnifiques aussi. Il y a des scènes de tension, dont une scène qu'on voit un peu dans la bande-annonce avec l'acteur qui a été révélé dans la série Breaking Bad, là, j'ai plus son nom. Voilà, on s'ennuie vraiment pas une seconde, dans les minutes 49, je trouve que vraiment tout est bien, t'as à la fois les scènes d'action, mais des scènes plus calmes et tout ça, mais elles sont vraiment toutes intéressante. Ce qui est bien fait, alors c'est un parti pris, mais du coup je vais revenir après sur mes problèmes que j'ai avec le film, c'est que c'est vraiment un point de vue journalistique, c'est-à-dire qu'on suit vraiment les 4 personnes qui partent de New York pour aller à Washington DC, et donc on ne parle de rien d'autre. Et donc ça va être là mon problème, c'est que j'ai pas tout capté dans le film. Et moi, il y a des trucs des fois que j'aime bien comprendre. Bon, alors, par exemple, ça n'a aucun rapport, mais Cloverfield, c'est l'histoire d'un monstre qui est dans New York, qui défonce tout. Le film est en fan footage. On ne sait rien, on sait pas d'où ça a débarqué, on connaît rien, mais là, c'est pas dérangeant dans le film. Alors que là, dans un film avec Civil War, ok, on suit des journalistes, mais là, les journalistes, normalement, ils connaissent toute l'histoire. Ils savent d'où ça a démarré, qu'est-ce qui s'est passé, les enjeux, qui c'est qui sont avec, qui c'est qui sont contre. Et le problème, c'est qu'ils en parlent pas dans le film, parce que, en même temps, c'est logique, c'est pour éviter un effet d'annonciation devant le spectateur, mais sur le coup, ça aiderait quand même le spectateur. On a donc la Californie et le Texas qui ont fait sécession, donc ces deux États ont leur drapeau, donc apparemment, ils sont officiellement hors États-Unis. Après, on nous dit qu'il y a certains États où c'est un peu, en mode guerre civile, c'est-à-dire qu'il y a des États où il y a une bonne majorité qui veulent aussi faire sécession, et c'est le cas de la Floride, ils en parlent. Mais après, pour le reste des États, on ne sait rien. À un moment donné, on nous fait comprendre qu'il y a certains États qui sont en mode ils ferment les yeux, ils font comme s'il n'y avait pas de guerre civile. Mais voilà, c'est assez léger. Et en fait, le film,
il se passe, moi je pensais même en voyant la bande-annonce, vu comment c'est la merde, je pensais que ça allait se passer au Texas, en Californie ou dans les États voisins. Et en fait le film se passe sur la côte est, parce que la Californie c'est vraiment la côte ouest, et le Texas c'est le centre, voilà, le centre-sud, frontière du Mexique. Et donc là ça se passe sur la côte est à New York, et ils vont jusqu'à Washington DC qui est collé à la Virginie occidentale, qui est toujours sur la côte est. Et là en fait, dès New York, c'est le chaos aussi. Alors peut-être un peu moins qu'à certains endroits ils vont, mais en fait c'est ça que j'ai pas compris, c'est que t'as l'impression que tous les États, c'est le chaos dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont en gros pro-sécession, mais même dans l'État de New York ou dans l'État de Virginie occidentale. Enfin, moi, c'est ça que j'ai pas compris. Et dans le film, on l'explique jamais, et c'est assez frustrant parce que je me suis dit, dans le film, on va voir des confrontations avec des points de vue différents, ceux qui sont pour la sécession, d'autres pour l'union et tout. Mais là, dans le film, j'ai l'impression que tout le monde veut faire sécession, même les États qui ne font pas partie de ces deux États sécessionnistes. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est quand même, ça reprend des faits réels, à savoir qu'il y a une partie du peuple californien et texan qui a de plus en plus des visions de sécession, effectivement, par rapport aux États-Unis. Mais donc je me dis, si on va là-dedans et que cette chose se passe, je vois pas pourquoi il y aurait la guerre civile dans l'État de New York, par exemple. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Et là, maintenant, je vais un peu dans les spoils. À un moment donné, la fameuse scène qui est hyper intense avec le soldat blond, là, l'acteur qui est connu, mais je sais plus son nom, où à un moment donné, dans la bande-annonce, on le voit, quand l'autre, on voit qu'ils vont se faire buter, un des journalistes, il dit « On est des Américains ». Et le soldat, il dit « Oui, mais quel genre d'Américains ?» Et moi, je pensais que cette scène, que ce soldat, en gros, c'était un mec, soit un mec de l'Union, soit un mec de la sécession. Et qu'en gros, il demandait quel genre d'américain dans ce sens-là. Alors, c'est bien de le montrer parce que ça existe, mais en fait, c'est juste un gros raciste. C'est-à-dire que lui et ses potes soldats, ils tuent tous les gens non américains. Donc, au final, je trouve que c'est dommage parce que la scène qui est hyper intense, quand on comprend qui tue, limite, on n'a plus peur pour les personnages principaux parce que il se trouve que c'est des Américains. Et c'est dommage parce que du coup j'aurais préféré voir un point de vue justement entre sécessionnistes et partisans de l'Union. Ça aurait été bien intéressant parce que le film parle de ça quand même. Et du coup l'autre truc que j'arrive pas quand même à imaginer, c'est que là dans le film, ils veulent tous buter le président, même eux quand ils partent l'interviewer, ils se disent il faut l'interviewer avant qu'il meure. Genre tout le monde sait qu'il va mourir. Et en fait, on voit que clairement, la Californie et le Texas sont plus forts que tout le reste des États-Unis, parce qu'apparemment, même l'armée fédérale est surpassée largement. Même quand ils attaquent la Maison-Blanche et tout, ils se font défoncer. Soit ça veut dire que une énorme partie de l'armée, même fédérale, prend cause pour les Californiens et les Texans, mais du coup, voilà, vu que rien n'est expliqué, c'est ça qui est un peu frustrant, et du coup, qui te laisse un peu sur la touche, c'est-à-dire qu'on voit les choses, et le film, pour ça, il est génial, il est exceptionnel, mais il y a plein d'incompréhensions, quoi. Genre, à un moment donné, ils sont dans un camp militaire, et on comprend que le camp militaire, il y a le drapeau avec les 2 étoiles. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment l'armée texane et californienne à Washington DC, quoi. Donc tu te dis, mais putain, ils ont pas été arrêtés avant. Enfin voilà, moi, c'est ce côté-là qui m'a frustré et qui fait que le film est pas parfait parce que j'aime quand même comprendre ce que je vois. Et là, j'avais plein d'interrogations et sans avoir eu de réponse. Mais du coup, voilà, à part mes questions qui n'ont pas obtenu de réponse, le film reste quand même hyper impressionnant, hyper réaliste, choquant. Et vraiment parce qu'en fait, ce film nous montre à quel point la civilisation est fragile. Il suffit de rien, parce qu'on voit souvent des films où guerre nucléaire, astéroïdes, des choses énormes où tu te dis ouais, on va retourner à l'âge de pierre et on va devenir des animaux. Mais là, c'est même pas ça. Là, c'est politique. Juste politique. Et c'est même pas entre 2 pays avec 2 civilisations différentes. Là, c'est au sein du même pays. Ça montre vraiment comme quoi les choses peuvent basculer et comme quoi beaucoup d'humains ont une part sombre en eux. Et quand il n'y a plus d'ordre et plus de sécurité, mais les choses dégénèrent hyper vite. Et vraiment, quand on voit ce film, c'est effrayant. Donc voilà, du coup, j'espère que vous aurez compris que je recommande de voir ce film.